Bonsoir à toutes et à tous. C'est une véritable joie, voilà, tout simplement, que de vous retrouver pour une nouvelle soirée d'été. Et eux, ils sont bien présents et frétillent d'impatience. C'est la belle équipe de 28. Bonsoir à vous, chers amis. Bonsoir Mathieu. Et l'actualité, eh bien, c'est l'écologie politique qui, malgré un été où les incendies et les canicules se succèdent, ne fait pas recette auprès des électeurs. Et pourtant, il serait peut-être temps de parler du sujet climatique. Moi, j'aimerais que les candidats à la présidentielle s'emparent de ce problème climatique. Ce n'est pas un jeu. Vraiment, il y va du bien-être de nos populations. Je crois que c'est un message très clair. Prenez ce problème vraiment de façon très sérieuse. Alors comment expliquer la difficulté de l'écologie politique à capitaliser sur ce sujet? La radicalité de certains militants dessert-elle la cause environnementale? Les critiques envers les écologistes sont-elles fondées? Nous en débattrons. En fin d'émission, nous retrouverons les petits artisans de la chronique, des orfèvres qui garantissent la qualité sur facture, et ils coûtent cher, à savoir Isadora Darcial et Théophile Cossa. Au menu ce soir, Isadora. Eh bien, dans l'été à l'européenne, direction la Norvège, avec un chocolat qui en dit long sur l'autre passion des Norvégiens, les balades en plein air. Ah, on a du mal à lier les deux, mais on va voir ça en effet. Et vous, Théophile? Deux streamers, vous savez, qui font des vidéos sur Internet, viennent d'être condamnés dans une affaire très glauque à de la prison avec sursis et à un bannissement numérique. C'est la première fois que ce type de peine est prononcé en France, justement, le bannissement numérique. Je vous explique comment ça marche. Voilà, on vous retrouve en fin d'émission, car avant ça, une question. Êtes-vous plutôt GPS ou carte routière? Alors, autant le dire, le GPS est pratique, mais n'a pas la poésie de la carte. Vous savez, celle qui refuse de se replier alors que vous êtes au volant et qu'elle vous cache toute visibilité. Les cartes ont surtout une histoire et elle nous est aujourd'hui contée par Jean-Claude Raspinjas dans son livre La France à la carte. Il est notre invité car en plus, il a trouvé le chemin du studio. Et c'est tout de suite dans 28 minutes. Bonsoir Jean-Claude Raspinjas. Bonsoir. Alors vous êtes journaliste, votre dernier livre c'est celui-ci, La France à la carte, publié aux éditions des Équateurs. Je vous présente l'équipe de 28 minutes. Paul Barcelone, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Julia Vonest. Bonsoir. Alors Jean-Claude Raspinjas, quand on a dit dans la rédaction de 28 minutes qu'on allait vous inviter pour parler des cartes, eh bien, d'un coup, il y a des gens qui sont venus le lendemain avec des cartes routières qu'ils ont trouvées, mais alors qu'ils n'utilisent plus. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'on en a presque tous chez nous, dans des greniers, dans des placards. On ne sait plus trop quoi en faire. En fait, c'est une sorte de patrimoine qu'on a chez nous. Mais bien sûr, dans toutes les familles, vous avez des cartes routières, bien sûr. Et on s'en est pas débarrassé, on les a gardées. Et il y a un attachement affectif et sentimental à la carte routière, mais qui tient à une réalité, c'est que dans ces cartes-là est contenue votre histoire familiale, votre histoire personnelle, vos histoires de vacances, l'histoire de vos parents, les lieux où vous auriez aimé aller, les routes que vous avez prises, tout est contenu dans la carte routière. Et c'est pour ça qu'on s'en débarrasse pas et qu'on les retrouve dans les greniers, les armoires, elles sont là, pliées, elles attendent le retour en grâce. C'est ça, grâce à vous. Et on voit qu'on y tient, puisque regardez, celle-ci, elle est même rescotchée, vous voyez, dans tous les sens. Donc voilà, on va voir pourquoi vous avez finalement le profil idéal pour nous parler de ces cartes routières. Et c'est Olivier Boucreux qui nous explique tout ça. Jean-Claude Raspinjas, vous êtes journaliste et écrivain. Dans La France à la carte, vous racontez un pays qui a longtemps voyagé avec un dépliant Michelin sur les genoux. Pour nous apprendre à ne pas perdre le nord à l'heure du GPS, vous avez le profil idéal. Ceux qui ont la chance de pouvoir dédaigner trains et autobus doivent à cette liberté de choisir longuement leur but et de déterminer minutieusement leur itinéraire. Vous naissez en 1958 dans le Lot-et-Garonne, dans une France où les nationales traversent encore les villages. Après Sciences Po Bordeaux, vous avez choisi un journalisme de terrain et de culture. Grand reporter à Télérama, puis à La Croix. Vous avez recueilli les vies bousculées par l'histoire, puis vous avez débattu des livres au masque et la plume. Votre méthode, partager le quotidien des gens, les routiers côtoyés pendant un an, les bateliers avec qui vous avez vécu sur les péniches. Ils labourent le fleuve avec leur soc d'oubli, et puis le fleuve est une ardoise magique, elle efface toute trace et toute mémoire après leur passage. Donc Pour La France à la carte, vous commencez par curiosité comme un automobiliste parmi d'autres, et votre enquête auprès de cartographes et collectionneurs bascule peu à peu vers une histoire culturelle de l'évasion. Pour vous, la carte routière raconte autant la France que les Français. Elle garde la trace des guerres, des ponts détruits, de la reconstruction, des départs en vacances. Paris en est le cœur battant, les routes, ses veines et ses artères. cette nostalgie-là, elle dit quelque chose aussi de ce qui n'existe plus. Au commencement, il y a Michelin. Début du XXe siècle, les frères veulent vendre des pneus. Il faut donc faire rouler le pays. Ils dessinent les routes, installent des panneaux et inventent le guide rouge pour savoir où s'arrêter, le vert pour savoir quoi visiter. Face à eux, même l'IGN finira par se replier sur la randonnée.
Aujourd'hui, le GPS nous conduit de rue en rue, indispensable certes, mais il réduit le monde au trajet immédiat. Les routiers, eux, gardent la carte papier comme juge de paix, parce qu'elle fait foi et peut-être aussi parce qu'elle montre encore ce que l'écran efface. C'est à la fois un traité d'histoire, un précis de géographie, un recueil de poésie. Voilà, Jean-Claude Raspiengès, votre livre, donc La France à la carte. On apprend donc que la carte routière moderne naît en 1905 à Clermont-Ferrand. Pourquoi Clermont-Ferrand? Parce que c'est le berceau, tout simplement, de Michelin. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, on se dit qu'en fait, on pensait que les cartes, c'était juste pour se déplacer. En fait, non, ça sert donc à vendre des pneus. Ah ben c'est même l'origine. Il y a, au commencement est le pneu, c'est-à-dire s'il n'y a pas de pneu, il n'y a pas de carte routière. Et comme les Michelin inventent le pneu, leur objectif, il faut que ça roule. Et pour que ça roule, ils vont inventer les cartes routières. En réalité, ils n'inventent pas, c'est pas les premiers. Ils n'ont pas inventé les cartes routières, ils n'ont pas inventé les guides, mais ils ont su les mettre en valeur et surtout poussés par une stratégie industrielle qui est vendre des pneus. Donc il faut que ça roule. Et pourtant, ils ne sont pas tout seuls sur le marché de la carte routière. Qu'est-ce qui fait leur spécificité? Pourquoi c'est eux qui gagnent, qui remportent le marché? Parce que précisément, ils ont une nécessité industrielle derrière eux qui est de vendre du pneu. Et donc, ils vont se battre pour signaliser les routes. Les routes ne sont pas du tout signalisées. Donc, en 1912, ils vont faire une pétition nationale énorme. Ils vont même piéger le président de la République. Ils vont obtenir de signaliser les routes. Donc, tous les panneaux sur les routes, les routes viennent d'eux. Mais tout le monde va se mettre dessus, y compris Émile Zola. Est-ce qu'ils gagnent par la mise en forme? Est-ce que la lisibilité est peut-être plus facile chez eux qu'ailleurs? Bien sûr. Pareil, pour les cartes routières, il y a à peu près une vingtaine de fabricants de cartes routières et eux vont l'emporter par la clarté, la lisibilité et ils vont imposer une norme esthétique. Ils vont l'imposer sur les panneaux routiers et ils vont l'imposer sur les cartes routières. Ce qui est étonnant, c'est qu'on voit donc ça participe bien sûr à l'essor de l'automobile dans notre pays, mais Michelin, c'est tout de même une entreprise privée. Pourquoi l'État n'a pas décidé finalement de confier ça à l'IGN, l'Institut de géographie nationale, plutôt que de laisser ça à une entreprise privée? C'est vrai que jusqu'en 1946, l'État se laisse faire, c'est-à-dire laisse l'initiative privée prendre le contrôle de ça, alors notamment la signalisation, évidemment les cartes routières. Et l'IGN, c'est les héritiers des cartes d'état-major, et eux, c'est une institution étatique. Elle s'occupe de la défense du territoire, elle s'occupe de quadriller tout ça. Alors, vous disiez qu'on a des vieilles cartes routières dans nos caves, dans nos greniers, peut-être dans nos placards. On va regarder une carte de 1946, le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ce que vous voyez, le quadrillage en rouge, ce sont des zones minées ou en cours de déminage. On est effectivement en Alsace. Les ronds rouges, ce sont parfois des localités détruites. Ça veut dire que ces cartes-là, on a peut-être d'ailleurs tendance à l'oublier, mais ce sont aussi des témoignages et des témoignages historiques. Absolument. La carte routière est un traité d'histoire. Et ceux qui s'intéressent de près aux cartes routières sont capables de les lire comme des partitions, comme un livre, et vous décrivent. Là, vous avez la carte de 46 de l'Est, mais si vous aviez la carte de Normandie, par exemple, c'est tout à fait stupéfiant de voir les ravages, et c'est visible sur la carte routière. Vous avez, par exemple, les cartes autour de Marseille et de Fos-sur-Mer. Si vous prenez les cartes de 1950 et celles d'aujourd'hui, vous voyez, voilà, c'est ça, ça n'a rien à voir, et les cartes routières enregistrent, consignent cette évolution. Alors, vous avez mené une véritable enquête, vous avez rencontré aussi des fans véritablement de cartes routières, même peut-être qui ne roulent plus, mais qui continuent à collectionner ces cartes routières. Juste pour se donner vraiment une idée comme ça, une vieille carte routière, ça s'échange à combien on peut la trouver? Alors précisément, ce qui est intéressant, il y a des tas de collectionneurs, il y a 7 familles de collectionneurs d'objets Michelin et tout ça, et l'aristocratie, c'est les carteux, ceux qui s'intéressent aux cartes, et précisément, ils mettent un point d'honneur à ne pas mettre de cote, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prix. D'accord. Voilà. Contrairement à des tableaux d'art, par exemple. Exactement. D'accord, ah oui, tout simplement. Donc c'est chacun. En tout cas, on le voit à quel point ça peut être mystérieux. Mais on va aller avec vous, Julien. On va voir aussi que bien c'est une affaire de résistance, tout ça, puisque pour résister à l'essor du GPS, Michelin, est obligé de se diversifier et à lancer maintenant des cartes thématiques. Oui, parce que les cartes aujourd'hui sont surtout utilisées comme source d'inspiration. Par exemple, Jean-Mathieu, je crois savoir que vous êtes un amateur de vin. C'est vrai, j'aime bien. Oui, j'aime bien. Bon, si vous voulez partir cet été sur les routes des vignobles, il faut vous procurer cette carte. Regardez la carte Vin de France. Cette carte est faite pour vous. En tout, il y a 19 thématiques. Par exemple, la France en train, la France à moto ou encore la France à vélo. C'est d'ailleurs la carte qui marche le mieux dans cette collection. Lancée il y a seulement 4 ans, l'éditeur veut s'adapter en fait aux nouvelles façons de voyager et s'adresse désormais à des publics précis, ceux qui aiment la spiritualité. Il y a le vin, mais il y a la spiritualité également. Une carte vient tout juste de sortir, les chemins de pèlerinage. Regardez
Cette carte du côté de Bordeaux, le tracé bleu, c'est le célèbre chemin de Compostelle. On voit aussi tracé rouge, eh bien, c'est le chemin appelé le M de Marie, et en rose, le chemin d'Amadour. Voilà, ça fait plein d'idées de randonnée pour ceux qui se trouvent dans le coin cet été. Jean-Claude Raspien-Jass, est-ce que finalement, c'est pas ces cartes-là, les cartes de l'avenir? Si, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est la reconversion des éditeurs de cartes routières, et en particulier chez Michelin, c'est qu'aujourd'hui, c'est le complément du GPS. Comme le GPS est devenu indispensable, on ne peut plus s'en séparer, on peut plus circuler sans le GPS, il faut qu'il s'adapte. Et donc, ce qui s'adapte, c'est ils font maintenant des cartes dites d'inspiration, voilà, et qui viennent en complément. Et d'ailleurs, le verso des cartes dont vous parlez, il y a ce qu'on appelle des carterines, c'est-à-dire des QR codes qui sortent des GPX. Enfin, c'est tout un appareillage technique aujourd'hui qui fait que, en effet, la carte routière est en train de sacrément évoluer pour pouvoir perdurer. Mais Jean-Claude, il est vrai qu'aujourd'hui, comment aujourd'hui défendre finalement ce bout de papier? On a tous des souvenirs en nous de nos parents s'énervant comme ça sur le volant, la repliant, etc. Comment aujourd'hui se dire que ça est plus pratique qu'un GPS? Ah, mais c'est même un enjeu philosophique. C'est-à-dire que sur la carte routière aujourd'hui, vous avez le chemin de votre liberté. Le GPS, je viens de dire, il est indispensable et je ne l'oppose pas. Mais le GPS, il ampute votre regard, il vous réduit au pur moment où vous regardez, il vous enlève le sens de l'orientation, qui est quand même un héritage millénaire. Enfin, je veux dire, savoir vous prenez un GPS, vous ne savez absolument pas quelle est la direction. Le GPS, il ne fait qu'obéir à la direction que vous prenez. Le GPS ne vous offre quasiment pas d'alternative. Il efface la mémoire des lieux où vous êtes passé. Hannah Arendt elle déplorait ce qu'elle appelait le trésor perdu des expériences passées. Qu'est-ce qui fait qu'on a décidé de se priver de ce moyen de connaissance et de ce chemin de liberté? Dès que vous ouvrez une carte routière, c'est tous les possibles qui s'ouvrent devant vous. Quand vous prenez un GPS, il a avec vous un rapport combinatoire. Ouais. Est-ce que c'est pour ce chemin de liberté que les routiers que vous avez côtoyés pendant un an, on l'entendait dans votre profil idéal tout à l'heure, gardent certains dans la boîte à gants, dans le camion, dans la cabine, leur carte routière? Pour eux, c'est vraiment le recours, c'est-à-dire ils ont 3 GPS. Et quand les GPS commencent à les égarer, ils le sentent, ils vont chercher tout de suite la carte routière parce qu'ils savent que c'est vérifié, que c'est annuellement recommencé. Et c'est vraiment à chaque fois, ils ont recours. Et donc, ayant voyagé avec eux, c'est les professionnels de la route. Si eux ont encore l'usage de la carte routière malgré leurs 3 GPS, c'est qu'il faut leur faire confiance. Mais au-delà de ça, c'est l'intérêt esthétique, c'est aussi une œuvre d'art, une carte routière. Enfin, ce qu'elle peut dégager quand vous l'ouvrez, c'est quand même autre chose que ce que vous donne le GPS. Alors, Jean-Claude Raspien-Jass, forcément, c'est l'été. On parle de chemin de liberté grâce aux cartes. Et il y a un chemin, forcément, qui incarne cette liberté en France. Vous l'avez descendu, c'est la Nationale 7. Aujourd'hui, chantée, d'ailleurs, par Charles Trenet, l'une des seules routes chantées comme ça au monde et au patrimoine musical français. D'ailleurs, on entend un petit peu, en effet, Charles Trenet. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette Nationale 7? Est-ce que vous avez un regard, on a l'impression, de déception, en fait, peut-être, sur cette route? Mais plus que ça, parce que la Nationale 7, elle n'existe quasiment plus. Elle a été tronçonnée, elle porte aujourd'hui 13 noms différents de départementales, et ce qui faisait la mythologie de Nationale 7 a quasiment disparu, et il n'y a plus que quelques associations qui font vivre des faux embouteillages, tout ça. Mais tout ce qui était les estaminets, les troquets, les restos et tout ça a disparu, il en reste quelques-uns, mais c'est des vestiges, quoi. Et c'est une grande tristesse aujourd'hui de dévaler la Nationale 7. Ça peut être une idée de vacances de retrouver justement cette vraie Nationale 7 comme vous l'avez fait en tout cas. Il faut lire votre livre pour ça. La France à la carte, publié aux éditions des Équateurs. Jean-Claude Raspien-Jass, merci beaucoup d'être venu nous parler philosophie de la carte routière finalement ce soir sur le plateau de 28 minutes. Merci à vous. Allez, passons maintenant à notre débat. Incendie, canicule, sécheresse, l'été que nous vivons est peut-être celui où s'est réalisé ce que prédisaient les écologistes depuis de nombreuses années en termes d'impact du réchauffement climatique. Pourtant, l'ambiance ne leur est pas favorable. Au contraire, nombreux sont ceux à mettre en avant leur côté anti-clim et anti-nucléaire pour dénoncer leur déconnexion. Alors ces accusations sont-elles justifiées ou sans fondement? Comment expliquer la difficulté de l'écologie politique à capitaliser sur ce sujet? Nous en débattons juste après la mise au point d'Amira Swilem. Canicule à répétition, méga-feu, cours d'eau asséchés. Avec amertume, les écologistes constatent que leurs prévisions se sont confirmées cet été. C'est terrible les images qu'on voit des gens qui perdent tout et puis des réactions politiques parfois comme si on ne pouvait pas prévoir. Bah si, en fait, on pouvait prévoir. Un discours qui excède certains, d'autant qu'ils accusent les écologistes d'avoir contribué à la situation actuelle.
En cause notamment leur opposition à la généralisation de la climatisation, leur refus ponctuel du débroussaillement dans certaines forêts ou encore leur rejet des méga-bassines. Il y a une part de responsabilité très importante, en effet, je le redis, d'une écologie politique. Je parlais hier à des agriculteurs du sud de la France qui disent leur colère parce que cet hiver, nous avons tous connu ces intempéries massives. Cette pluie, elle est repartie vers la mer. On ne peut pas la stocker parce que les militants de l'écologie politique, y compris par la violence, parfois, on l'a connu au cours des dernières années, ont empêché la construction de ces moyens de rétention d'eau. Encore perçue comme punitive dans une partie de l'opinion, l'écologie politique semble peiner à mobiliser les électeurs. Aux dernières municipales, le parti écologiste a perdu 6 villes conquises en 2020. À ce stade, leur candidate, Marine Tondelier, n'est créditée que d'environ 4% d'intention de vote pour la présidentielle de l'année prochaine, selon un sondage Ipsos. La faute notamment à un discours considéré comme culpabilisant, selon certains analystes. On dit si on ne fait rien, si on fait l'autruche, voilà les catastrophes qui vont arriver, voilà les milliards d'euros que ça va coûter. J'entends bien, je ne veux pas les minimiser, mais ce qui compte aujourd'hui, c'est de montrer pourquoi on a intérêt à agir. Qu'est-ce qu'on a à y gagner? À mon avis, elle est là la clé. Alors, comment expliquer que les discours anti-écologie se multiplient en même temps que les catastrophes environnementales? Face aux défis climatiques, les Verts sont-ils devenus un bouc émissaire? Et pour en débattre, ce soir, nous recevons Antoine Wechter. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes ancien candidat écologiste à la présidentielle, c'était en 1988. Vous avez également été député européen de 1989 à 1991. Votre livre, La pensée politique de l'écologisme, est paru en mai aux éditions Baudelaire. Alors, selon vous, l'écologie politique est en difficulté parce qu'en se positionnant trop fermement à gauche, dites-vous, ils ont rejeté une partie de l'électorat. L'écologisme doit affirmer son identité en rassemblant le plus grand nombre. À vos côtés, Amine Messal, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ingénieur, militant écologiste. Votre livre « Erreur sur la marchandise, critique libérale du libéralisme » est paru en mars dernier aux éditions Rue de l'Échiquier. Selon vous, la gauche et l'écologie sont liées sur la question de la production, mais l'écologie, dites-vous politique, est aujourd'hui bien plus du côté des mouvements citoyens. Et puis, Lucie Schmitt, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de la Fabrique écologique. Votre livre « Urgence politique, nécessité écologique » est paru en mars, Presse universitaire de France. Selon vous, il n'y aura pas de grand parti qui va incarner l'écologie politique. Il faut désormais s'habituer à considérer l'écologie comme une question régalienne. Et pour entamer ce débat, c'est avec vous, Paul. Et alors, une demande un peu étonnante aujourd'hui, mais donc le bulletin météo du jour. Grand soleil, voilà. Mathieu, sur toute la France, mais surtout de très fortes chaleurs cet été sur tout le pays, puisque température moyenne de 24,9 degrés. Et avec justement ces moyennes, juillet 2026 a été le mois le plus chaud et parmi les plus secs jamais enregistrés en France, au-dessus bien sûr des moyennes relevées lors de la fameuse canicule de 2003, ajoutée à ces vagues de chaleur bien sûr, la sécheresse et des incendies à répétition. Antoine Wechter, peut-être pour commencer, si vous aviez gagné l'élection présidentielle de 88, ou si les écologistes étaient au pouvoir aujourd'hui, est-ce qu'on en serait là dans cette situation avec ces chiffres-là ? C'est difficile de répondre à cette question, et ceci pour plusieurs raisons. On évoque les résultats électoraux des Verts, mais en réalité, il faut reconnaître aussi qu'une partie de l'opinion refuse de considérer que l'humain est responsable du réchauffement climatique, ce qui conduit à dire mais il n'y a pas lieu de faire. C'est évidemment une position confortable quand on peut ne rien faire. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, et on le voit à l'occasion du vote de la loi urgence agricole ou de la loi du plomb, ou encore de différentes positions au Sénat sur la disposition zéro artificialisation nette, on voit bien que le paysage politique a tendance, pour des raisons électorales, à caresser des opinions politiques qui défendent des intérêts contradictoires. Voilà, on aura le temps d'y revenir, mais Amine Messal, même question aujourd'hui, en effet, est-ce que aujourd'hui, si les écologistes étaient au pouvoir, est-ce que ce qu'on a connu, est-ce qu'on connaît cet été, se produirait également ? Oui, comme dit Antoine, c'est très difficile à dire, mais moi, c'est surtout le cadrage qui ne me plaît pas, parce que là, on voit bien... Qu'est-ce que vous entendez par cadrage ? Le cadrage de la question, c'est-à-dire, est-ce que vraiment les écologistes sont responsables ou pas ? Est-ce qu'ils auraient fait mieux, etc. Je ne comprends pas pourquoi, quand on a un problème écologique, on va, du côté des partis écologistes et de gauche, se demander si, quand même, ils auraient vraiment fait mieux. Je pense qu'il faut quand même d'abord, c'est la première question qui vient à l'esprit,
pourquoi on en est là et qui est au pouvoir depuis 10 ans. Qui a réduit le budget du Fonds vert de 163 millions? Qui a coupé 300 millions dans le dernier budget voté main dans la main avec les socialistes? C'est le gouvernement Macron qui réduit de 300 millions l'écologie. Qui a refusé par 49.3 les 12 milliards de la rénovation thermique des bâtiments? Je pense que c'est d'abord les premières questions à se poser. C'est celle du bilan des 10 dernières années. Oui, c'est ça, oui. Et pourtant, Schmitt, je voudrais vous montrer une, c'est celle du Figaro. C'était donc lundi dernier. D'ailleurs, regardez cette une qui va s'afficher. L'été consacre, disent-ils, la faillite de l'écologisme politique. Je pense que la difficulté, c'est que ça fait longtemps que ceux qui appartiennent au camp de l'écologie, qui est un camp, je dis un camp parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose d'antagonique, il y a quelque chose de la conflictualité là, qui apparaît cet été, disent qu'il faut faire attention au réchauffement climatique, ne plus construire la ville de cette manière, donner de la valeur à la nature. Et d'une certaine manière, le paradoxe que vous soulignez, c'est que d'avoir dit des choses qui apparaissent exactes aujourd'hui, entraîne le côté bouc émissaire. Bon, ça, c'est un truc psychologique assez classique. Oui. Celui qui a porté ce qui apparaît une mauvaise nouvelle, parce que tout ça se révèle sur fond de catastrophe et qui n'a pas de solution clé en main, on a tendance à dire, mais regardez, c'est le prophète de malheur. Donc, il y a un truc sur le prophète de malheur. Je voulais essayer de répondre quand même à la question que vous avez posée, moi, sur est-ce que ça aurait changé si les écologistes avaient été au pouvoir depuis, mettons, 30 ans. Ça aurait évidemment changé beaucoup de choses. Je crois qu'il n'y a pas à esquiver la question. Je ne sais pas si ça aurait été vraiment beaucoup mieux, mais ça aurait en tout cas introduit une culture du pouvoir différente. C'est ça. Parce que dans les municipalités où ils ont été au pouvoir, dans les régions où ils ont été au pouvoir, ils avaient des profils très différents, souvent plus scientifiques, souvent plus babacool, on va le dire. Ils avaient moins l'idée de passer toujours à l'étape d'après, moins court-termistes et moins intéressés en soi par le statut. Donc ça aurait introduit en tout cas une culture du pouvoir très différente et sans doute des sujets aussi différents. Alors parfois aussi plus de désordre, je ne vais pas être trop longue, mais ce qui me semble important, c'est de dire que ça aurait certainement changé des choses sur la culture du pouvoir et la hiérarchie des priorités. Alors, pour faire le point justement avec vous, Julie, on va voir que cet été, plusieurs polémiques ont touché donc le parti Les Écologistes, puisque c'est ainsi qu'on appelle les Verts maintenant, accusés de défendre une écologie trop punitive par certains. Oui, le premier sujet de polémique éclate au début de l'été, en juin, alors que la France, souvenez-vous, suffoque sous la canicule. Les critiques fusent alors contre les écologistes accusés de s'opposer par dogmatisme, disent certains, à la clim. Ces reproches poussent Marine Tondelier à faire une mise au point. Oui, dit-elle, la clim est nécessaire pour les publics en priorité vulnérables dans les hôpitaux, les écoles ou encore les EHPAD. Quelques semaines plus tard, en juillet, les méga-feux ravagent la Gironde et les écologistes sont cette fois accusés par la droite et l'extrême droite de s'opposer au débroussaillage pour préserver la biodiversité. Faux, rétorquent les écologistes qui reconnaissent s'être opposés au débroussaillage dans un cas particulier, mais ils assurent ne pas être opposés au principe. Et puis aujourd'hui, alors que le pays vit une situation de sécheresse exceptionnelle, se repose la question de l'eau avec le vote de la loi d'urgence agricole au mois de juillet, une loi censée soutenir les agriculteurs en facilitant les projets de stockage d'eau avec les méga-bassines. Une aberration écologique, un accaparement de la ressource, fustigent les écologistes. Résultat, les syndicats agricoles et une partie de la droite reprochent aux élus et aux militants écologistes de freiner la souveraineté alimentaire de la France à cause, encore une fois, disent-ils, de leur dogmatisme. Amine Messal, c'est sur ces trois questions précisément, est-ce que vous pensez que les écologistes ont eu des erreurs d'appréciation ? Non, moi je pense pas. Je pense qu'en fait on est face encore une fois à un cadrage politique qui vient essentiellement de la droite, de l'extrême droite et aussi de l'espace médiatique qui est un petit peu en retard sur la connaissance de ce sujet, même s'il y a des choses qui bougent petit à petit. Je ne veux pas jeter la pierre sur tous les médias. Je pense qu'il y a une tentation de la part des formations politiques qui n'ont pas fait de l'enjeu écologique leur sujet de prédilection depuis des années, alors qu'on savait, depuis 40, 50, 60 ans même, que ça allait devenir extrêmement problématique. Et donc là, on se retrouve avec des cancres, des mauvais élèves qui arrivent le jour de la veille de l'examen, qui n'ont pas révisé et qui sont tentés de dire à tout le monde « Non, mais en fait c'est simple, il faut mettre de la clim, on réduit le problème écologique au problème du nucléaire, on va réduire les émissions de gaz à effet de serre comme ça, alors que l'électricité c'est simplement 20% de l'énergie qu'on consomme. » Donc il y a les solutions toutes faites, toutes faciles qui arrivent comme ça, qui n'ont pour but pour moi que de cacher l'incompétence de ces partis qui ne se sont pas intéressés à la question. Et pour revenir sur la clim, évidemment que les gens qui sont en train de souffrir dans les espaces publics, notamment les écoles et les hôpitaux, on ne va pas leur refuser la clim. Évidemment que les retenues d'eau sur certains agriculteurs sont importantes, mais pas des méga-bassines. Il faut soutenir les agriculteurs qui font de l'agriculture paysanne, il faut arrêter d'encourager les méga-exploitations pour alimenter du maïs qui va partir à l'export. C'est absolument pas résilient. Donc non, ils ne se sont pas trompés sur ces questions. Alors justement, vous parliez du nucléaire. Antoine Wechter, vous avez changé
changé de position au cours de votre carrière politique sur cette question du nucléaire. Est-ce que les Verts payent parfois une opposition peut-être gratuite et un peu facile au nucléaire aujourd'hui, dans le débat politique? C'est possible. Alors pourquoi est-ce que nous avons changé? Tout simplement parce qu'il y a quelques années, au sein de nos instances, je parle du mouvement écologiste indépendant. Qui est votre parti politique. Qui est un parti politique, voilà, tout à fait. Un de nos responsables a dit il faut que vous choisissiez. D'un côté, nous avons une certitude qui est le réchauffement climatique, et de l'autre, une hypothèse qui est celui de l'accident nucléaire. Il faut choisir entre les deux. Et nous avons choisi. Mais nous avons choisi sous la forme d'un compromis en disant nous allons fermer un réacteur nucléaire à chaque fois que nous aurons réussi à baisser la consommation d'électricité. Et on est obligé de constater qu'avec la volonté d'électrifier tous les usages, cette consommation va augmenter. Oui. Et que dans ce contexte-là, malheureusement, le nucléaire reste la solution. C'est une énergie dense face à une énergie diffuse qui n'est pas stockable, qui est aléatoire, avec des absurdités. Regardez, quand l'Allemagne, qui pour l'essentiel a misé sur l'éolien, se retrouve après l'accident de Fukushima. Voilà, se retrouve avec un anticyclone qui fait que les éoliennes ne produisent rien, demande à la France de lui fournir de l'électricité et on remet la centrale de Saint-Avold au charbon en service. Alors, on va revenir un peu en arrière pour voir, vous parliez justement de ces partis politiques qui ne s'étaient pas intéressés à la cause. Eh bien, pas toujours, en fait. Notre archive du jour nous ramène en janvier 2007, à quelques mois de la présidentielle. La France découvre, bizarrement, que tous les candidats sur la ligne de départ défendent l'environnement. Mais tous, puisque tous ont signé le pacte écologique de Nicolas Hulot. Mais tout reviendra dans l'ordre, aussitôt après le premier tour, comme souvent. Mission accomplie pour Nicolas Hulot. Au bas de son pacte écologique, 10 signatures, celles de 10 prétendants à l'Élysée. Les candidats de tous bords ont répondu présents à son appel. 15 minutes montre en main, ils se sont pliés à l'exercice imposé, évoqué à la tribune leur engagement pour l'écologie. Tous se disent prêts à lutter contre le réchauffement climatique, à revoir les politiques de transport, de l'énergie et de l'agriculture. Ce soir, sur notre antenne, Nicolas Hulot voulait les croire sincères. J'ai du mal à imaginer que sur un enjeu aussi universel, fondamental, qui met en péril l'avenir de l'humanité, on puisse s'affranchir, chemin faisant, d'engagements qui ont été faits ce matin, pas face à moi, mais devant les Français. Bon, et à l'époque, il y avait un certain Antoine Wechter dans les signataires de ce pacte écologique. Lucille Schmitt, on est quasiment 20 ans après, à quelques mois d'une prochaine élection présidentielle. Pourquoi il n'y a pas le même enthousiasme autour d'un pacte écologique qui serait similaire? Je pense que d'abord parce que la réalité de la catastrophe écologique est là et il y avait un enthousiasme autour du pacte de Nicolas Hulot parce qu'on associait beaucoup moins l'écologie à la catastrophe. La deuxième chose, c'est que c'est pas comme si rien ne s'était produit en 20 ans. C'est-à-dire que je rappelle que Nicolas Hulot a été ministre d'Emmanuel Macron, qu'il y a eu la Convention citoyenne pour le climat. Je rappelle qu'il y a eu aussi des conférences qui ont été organisées du temps de François Hollande. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites et à chaque fois, au fond, il y a eu une forme de lien entre démocratie et écologie qui s'est passé autour de l'innovation. La Convention citoyenne pour le climat a été un moment politique extrêmement fort du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Et à chaque fois, la déception a suivi sur la capacité à modifier l'action du côté des institutions et du côté des acteurs économiques. Et donc, il n'y a pas le même enthousiasme parce qu'on a confronté le débat à la capacité de modifier le système et que le système n'a pas été modifié. Et donc, il y a une sorte de lassitude ou en tout cas d'inquiétude sur le fait que les mots n'entraînent pas les actes. Donc, il ne peut y avoir finalement de faute que des autres partis, jamais des écologistes. Non, d'abord, Nicolas Hulot n'était pas un vert. Je voudrais quand même rappeler une chose, c'est que l'écologie politique, je ne sais pas ce qu'est l'écologisme qu'appelle Le Figaro, mais l'écologie politique n'est pas réductible à un parti politique. Oui, l'écologie politique elle appartient au monde des ONG, elle appartient à la société, elle appartient aux lanceurs d'alerte, à l'interpellation. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une dynamique sociale très forte. Elle existe aujourd'hui notamment du côté de la santé. Ça a été rappelé par Antoine Wechter autour de la loi Duplon. La loi Duplon, oui. Elle existe autour de la mobilisation contre la loi d'urgence agricole. Et donc, la question des Verts est une question relativement subsidiaire en ce qui concerne le succès de l'écologie politique. Est-ce que Antoine Wechter, ça ne rejoint pas finalement ce que dit Lucille Schmitt, votre théorie du ni droite ni gauche pour l'écologie? Je pense que l'on doit construire une majorité culturelle, c'est-à-dire réunir une majorité de Français autour d'un consensus, alors que la plupart des formations politiques, y compris les Verts, croient qu'il suffit d'avoir une majorité électorale pour changer la société. C'est faux. L'histoire a montré
qu'à chaque fois qu'on voulait changer la société alors qu'on venait de prendre le pouvoir par les urnes sans avoir une majorité consensuelle dans la population, ça finissait très mal, en règle générale, sous la forme de dictature. Donc ça, c'est vraiment... C'est pour ça que ni droite ni gauche, ça veut dire il y a une identité politique de l'écologisme, incontestablement. C'est bien de la politique au sens de la gestion de la cité avec toutes les conséquences que cela comporte, mais il faut être capable de s'adresser à tout le monde, à droite comme à gauche. Amine, qu'est-ce que vous en pensez, vous, justement, de ça voilà, c'est ni à droite ni à gauche, finalement, ça concerne tout le monde et que l'écologie, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a l'impression que l'aiguillon est davantage sur la gauche. J'ai envie de dire, allez, si je donne ce billet, si je mets ce billet dans la machine, il me semble que l'écologie de droite, on a essayé, là. Vous parlez donc d'Emmanuel Macron, c'est ça, la présidence. Je viens de citer toutes les réductions de budget dans l'écologie, mais il y a aussi cette saillie qu'il avait fait, les écolos sont des amis, j'en ai oublié, ça c'était il y a quelques années. C'est lui qui place au ministère de l'écologie Agnès Pannier-Runacher, qui est lié par une société familiale à un pétrolier. Et donc ça veut dire que l'écologie est forcément à gauche. Donc c'est pour ça que je vous pose la question. Il décerne la Légion d'honneur à Patrick. Je vous pose la question sur la gauche. Est-ce que c'est forcément à gauche? Voilà. Et donc il faut quand même rappeler ces faits d'armes. Et je pense que, évidemment, que l'écologie sérieuse, qui intègre un logiciel politique par la notion de limite, par la notion de besoin, par la notion de nécessité de faire fi des frontières administratives pour retourner sur les bassins versants, par exemple comme le PROS de la France Insoumise, mais aussi du côté des mouvements citoyens comme les Soulèvements de la Terre qui ont une demande extrêmement simple. C'est même pas le début d'une grande bifurcation soviétique, etc. C'est juste d'arrêter la destruction, d'arrêter qu'on fasse des mégabassines qui sont d'ailleurs pour la majorité jugées illégales, d'arrêter qu'on fasse des grandes infrastructures comme l'autoroute A69 dans le sud dont on n'a absolument pas besoin parce qu'il y a déjà une route à côté. Vous savez que des projets routiers en France, il y en a encore 40, une cinquantaine contre lesquels luttent des collectifs citoyens. Je pense que cette écologie politique-là, elle peut être que de gauche. Pourquoi? Parce que la gauche, ça fait quand même 200 ans qu'elle se pose une question fondamentale, c'est celle de la production. Qui produit? Pourquoi? Comment? À quelles conditions? Et l'écologie, elle nous pose cette question-là. Qu'est-ce qu'on doit produire? Pourquoi? Pour qui? Comment? Et de quoi on a besoin? Je dois être d'accord. Oui, non, mais la gauche comme la droite sont nées au même endroit, c'est-à-dire dans la lutte du pouvoir et du partage des richesses au moment des grandes industries du XIXe siècle. Ce sont des partis qui sont fondamentalement marqués par le matérialisme. Alors oui, il peut y avoir des discours favorables à l'écologie de manière ponctuelle, mais ma conviction, c'est qu'il n'y aura jamais de politique écologiste qui aille jusqu'au bout s'il n'y a pas d'écologistes avec les autres. Bien sûr. Alors, non, mais attendez, vous allez réagir d'un instant, on va passer... Alors justement, et ça va sûrement vous conduire à réagir, puisque la question qui se pose, et on le voit bien dans le débat, c'est de savoir si l'écologie politique est forcément de gauche. En tout cas, à quelques mois de la présidentielle, tous les candidats abordent la question, tous les programmes proposent des réponses au changement climatique, même au Rassemblement national, c'est ce que confirme Thomas Ménager, député RN du Loiret. Il y a une accélération qui nous force tous, Français globalement, au-delà même des politiques, à se dire qu'il faut mettre le paquet, il faut accélérer. Contrairement à ce qui peut être dit, le programme du Rassemblement national est un programme qui prévoit de réduire les gaz à effet de serre. Mais aujourd'hui, je vous le dis, il n'y a aucune ambiguïté au Rassemblement national. C'est une priorité. Lucille Schmitt, je vous avais presque entendu pouffer au moment d'entendre Thomas Ménager, député RN du Loiret. C'est que vous avez des raisons de douter de la conversion du RN aux questions écologiques. Écoutez, j'entends un discours, en tout cas, où il dit qu'il faut accélérer. Maintenant, on prend en considération l'écologie. Il ne dit rien, en fait, sur quoi repose cette accélération, si ce n'est sur un plan climatisation. En revanche, ce qui est important, me semble-t-il, c'est que par rapport à la droite et à la gauche, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut trouver les moyens d'une écologie populaire, c'est-à-dire qui s'adresse à tous. Et c'est là-dessus, peut-être, que les écologistes, au sens politique du terme, mais peut-être aussi les ONG et les élites, en fait, auxquelles appartiennent souvent les écologistes, n'ont pas trouvé un langage commun pour s'adresser à tous. Et aujourd'hui, la difficulté, c'est que le Rassemblement national est un parti populaire qui s'adresse à la population, notamment des exclus. Et donc, lorsqu'il dit on va accélérer sur l'écologie, il est possible que du côté de leurs électeurs, qui n'en demanderont pas des mesures particulières, ils puissent dire regardez, nous aussi on fera quelque chose si on est au pouvoir. Parce qu'une des difficultés que je voudrais souligner, c'est que le fait qu'il y ait des choses dans les projets de campagne ne signifie pas qu'ensuite, quand on est au pouvoir, on fait quelque chose sur les questions écologiques. Moi je dis toujours, c'est un sujet de début de campagne. Au moment du rêve, au moment où on commence à dire on est très idéaliste, et puis ensuite on passe à la sécurité et à l'armée. Et donc, le Rassemblement national est sans doute le parti le plus populaire aujourd'hui en France. La France insoumise vient derrière.
Elle a un vrai programme écologiste, mais la difficulté, c'est qu'il suffira peut-être que le RN dise on fait de l'écologie, on vote pour eux, parce qu'au fond, on n'a pas envie de détails. À propos justement de campagne et de présidentielle, c'est dans quelques mois, et je voudrais vous montrer justement un petit tableau récapitulatif des candidatures, dont vous, Antoine Wechter, à la présidentielle. On voit qu'il y a toujours eu quand même des difficultés de la part des écologistes, avec le plus haut score, celui de Noël Mamère, donc c'était en 2002. Depuis, on voit des difficultés véritablement. Antoine Wechter, est-ce que vous pensez que là, pour la prochaine élection, comme le dit Lucie Schmitt, ça va être un sujet central par rapport à ce qu'on a vécu cet été, ou alors, en effet, on aura oublié d'ici là, d'ici un an, qu'il s'est passé ces incendies en Gironde, cette sécheresse, cette canicule? Je ne crois pas qu'il y ait de bouleversement sur ces résultats. On le voit bien dans les sondages. Oui, ce sera un sujet. Ce sera un sujet porté par tous les partis politiques. Un de plus, vous diriez, comme Lucie Schmitt, c'est-à-dire un sujet de début de campagne et après qu'on oublie? Début de campagne ou même de campagne, mais qu'on oublie après. Après, oui, c'est d'accord. Après l'élection. Après l'élection. Parce que je pense qu'il faut, il faut à la fois de la conviction, de la compétence et de la sensibilité. Vous voyez, ceux qui ont créé l'écologie politique, ils sont nombreux. C'était d'abord des naturalistes. C'était des gens qui souffraient de voir les 30 Glorieuses déménager la France. Si on n'a pas cette révolte, comme là, mon collègue aussi, cette révolte inscrite en soi, ben, très rapidement, devant les difficultés, les vents contraires, on finit par changer. On finit par trouver les moyens de satisfaire telle ou telle clientèle électorale pour assurer sa réélection ensuite. C'est ça le problème, la difficulté. C'est ça, ouais. Amine Nessal, est-ce que vous faites plus confiance, vous, aujourd'hui, à ces mouvements citoyens dont vous avez parlé tout à l'heure, ou aux politiques pour faire avancer justement cette cause, maintenant, en 2026 là? Bien sûr, qui était en train de contester contre les projets de méga-bassines qui vont encore rendre notre agriculture dépendante de l'import, de l'export, des conditions climatiques. Mais je veux dire, il faut un moment se demander d'où viennent les problèmes écologiques. C'est pas juste un symptôme, c'est pas une fatalité, c'est pas comme le Covid, etc. Le Covid aussi, c'était la même chose. Hein. On a subi de plein fouet, mais pourquoi? Mais parce qu'on a des gens qui ont sapé dans les hôpitaux pendant des années. Et là, on subit les incendies. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont sapé dans le budget des pompiers, qui ont permis de faire des grandes forêts de résineux dans les Landes, qui prennent au premier coup sans qu'on puisse les arrêter quand il y a des grands vents, etc. Ouais. Donc ça, ce sont des asymétries de pouvoir. Ça, c'est pour ça que je dis que c'est le thème de la gauche. J'ai pas dit que l'écologie politique était forcément de gauche. J'ai dit que un logiciel politique qui intègre de manière pertinente l'écologie sera de gauche. Pourquoi? Parce que la gauche s'intéresse aux asymétries de pouvoir. Qui décide des grands projets d'aménagement si ce n'est, de manière légitime, les gens qui vivent dans un territoire où ces projets devront s'insérer? Et bien voilà un sujet dont on aura l'occasion forcément de reparler cette année. Merci en tout cas à vous trois d'être passés ce soir par le plateau de 28 minutes pour débattre. À suivre, les chroniques d'Isadora Darcial et Théophile Costa. On va changer de sujet. Dans notre escapade européenne, nous évoquerons un chocolat norvégien connu de tous les randonneurs, le Quick Lunch. Voilà. Alors le prononcer est déjà une aventure. Avant de revenir sur cette première juridique en France et nous demander le bannissement numérique, comment ça marche. Mais avant ça, rejoignons Victor de Quiver, le gymnaste de la culture G. Une question, Victor, vous amène la réponse dans l'heure. Ce soir, vous dînerez moins bête. A-t-on besoin d'un photographe pour revoir ses morts? A-t-on besoin d'un photographe pour revoir ses morts? La question vous paraît farfelue et pourtant. Paris, 1874. La France sort à peine d'une guerre catastrophique, les Prussiens ont occupé le pays, la Commune a ensanglanté les rues, des milliers de morts, sans corps, sans tombe, des familles entières qui ne peuvent pas pleurer, pas vraiment, parce qu'elles n'ont personne à qui dire adieu. C'est dans ce vide qu'on parle d'un photographe. Son atelier est situé sur le boulevard Montmartre. Il s'appelle Édouard Buguet et il fait quelque chose d'extraordinaire, il photographie les morts. La revue Spirit le présente comme un médium. Des experts certifient même ses images. Imaginez, vous avez perdu votre frère sur le front. Pas de sépulture, pas de rituel, juste une absence. Jusqu'à ce que vous entriez dans cet atelier. Buguet vous accueille, il entre en transe, il allume une boîte à musique, il vous prend en photo. L'atmosphère est étrange, presque sacrée. On attend en silence, la plaque est développée. Et sur le cliché, derrière vous, apparaît une silhouette pâle, voilée de gaz. C'est votre frère, votre mari, votre fils. Pendant 4 ans, des centaines de Parisiens vont faire ce voyage. Ils repartent avec leurs photos, les larmes aux yeux, avec une preuve, des nouvelles de celles et ceux qui ont disparu. Mais en avril 1875, la police perquisitionne l'atelier. Et elle découvre dans une pièce cachée une étrange collection. Des poupées articulées, des têtes qu'il a découpées dans des portraits anonymes. Buguet superpose 2 images sur la même plaque. Il a fabriqué les fantômes de toute la France.
Au tribunal, il avoue tout, sans hésiter. Son génie, c'est le flou. Plus l'image est imprécise, plus le client reconnaît ce qu'il veut voir. Mais ses clients, eux, maintiennent leurs convictions. L'un d'eux lâche cette phrase. Ça ne prouve rien. Moi, j'ai bien vu mon frère. Buguet est condamné, d'autres ateliers ouvrent. On ne tue pas un fantôme si facilement. Voilà, vous dînerez moins bête. Une histoire incroyable ce soir. Merci beaucoup Victor de Quiver et merci à Titien Cordani pour la réalisation. Allez, il est temps de retrouver leur chronique avec joie et plaisir. Isadora Darcial et Théophile Cossa. Et Isadora, on commence avec vous. Direction ce soir la Scandinavie, plus précisément la Norvège, pour donc cet été à l'Européenne. Exactement, une chronique pour prendre l'air avec de bonnes chaussures, sans oublier dans votre poche cette barre chocolatée qui, à elle seule, combine deux passions norvégiennes, à savoir le chocolat et les balades en plein air. Aucun Norvégien ne reste insensible à ce Quick Lunch. Comprenez ce repas rapide, l'Anka du marcheur, créé en 1937. Sur les réseaux, on le célèbre, on donne ses techniques pour le manger. Une barre chocolatée qui s'est d'ailleurs elle-même auto-baptisée le chocolat des randonneurs et qui a même pensé dès les années 60 à imprimer dans ses emballages des parcours de randonnée ou encore même à avoir, là vous le voyez ici, c'est écrit en petit, des emballages de parcours de balade et les règles de sécurité en montagne. Par exemple, règle numéro 8, n'ayez pas honte de faire demi-tour, il est toujours temps de le faire. Chocolat des randonnées, mais on devrait plutôt dire de la Friluftsliv, cette connexion à la nature érigée en art de vivre que chérit chaque Norvégien. Un état d'esprit que résument les expressions « utpatur, aldrissur », quand tu pars en balade, tu n'es jamais en colère. Ou encore, il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que de mauvais vêtements. Car les Norvégiens, à peine rentrés, déposent leurs affaires pour se balader en plein air, un mode de vie qui a donné lieu carrément à une loi qui s'appelle la Friluftsloven, qui depuis 1957 garantit à chacun le droit de séjourner, de se déplacer en pleine nature, indépendamment du propriétaire du territoire. Mais alors, comment ce Quick Lunch, là on va dire ça, est né et surtout comment il s'est imposé dans ses sorties quotidiennes? Comme souvent, une légende entoure la jeunesse de cette barre chocolatée. On dit que le fondateur de Freia, grand chocolatier norvégien, qui a donc créé ce chocolat, aurait, dans ses jeunes années, invité un associé allemand à randonner à la norvégienne. Alors, meilleur homme d'affaires que marcheur, il se serait perdu et l'Allemand lui aurait envoyé dans les dents « T'as même pas prévu un repas rapide, un quick lunch ». Le nom et l'idée de notre Kit Kat norvégien serait né de cette malheureuse expédition. Bon, la suite est à la fois une histoire de marketing et d'appropriation par les Norvégiens, car plus qu'un chocolat, c'est devenu un symbole culturel absolument intouchable. En 2005, le changement d'emballage avait provoqué un tollé au point que la marque est revenue donc à cet emballage d'origine que vous voyez là. C'est que le Kit Lunch est quand même dans la vie des Norvégiens depuis 90 ans. Ah oui. Et nous, dans la nôtre, depuis 3 minutes. 3 minutes. On Goûter, mais bien sûr, ça va être formidable. C'est l'adopté. Et surtout, ça va donner envie de marcher, en plus. Voilà, c'est ça. Allez, on va passer à vous, Théophile. Pour votre chronique, 2 streamers jugés pour des faits de violence commis en direct sur Internet viennent d'être donc condamnés à de la prison avec sursis et un bannissement numérique. Alors, c'est une première en France, justement, expliquez-nous. Le bannissement numérique, comment ça marche? C'est une affaire très glauque qui dit beaucoup de notre époque et ses dérives. Entre 2023 et 2025, d'abord sur la plateforme Twitch, puis sur Kik, même concept, mais avec moins de modération, 2 streamers français qui produisent des vidéos en direct, diffusent chaque soir une sorte de show dans lequel ils humilient régulièrement 2 membres de leur collectif pour amuser la galerie et puis récolter de l'argent. Et quand je dis humilier, c'est extrêmement violent. Hein. Insultes, claques, étranglements, des œufs sur la tête, des crachats, tout ça devant 20 000 personnes en moyenne. L'affaire passe du sordide au drame quand l'un des souffre-douleurs meurt en août dernier, en direct sur Kik, après un live de 12 jours non-stop. Alors, l'autopsie ne retient pas de lien entre les sévices subis et la mort, une insuffisance cardiaque, mais le décès donne à l'histoire une résonance mondiale. Les 2 streamers ont été condamnés hier pour violence à des peines de prison avec sursis, des amendes et donc un bannissement numérique, en gros l'interdiction formelle de se rendre sur ces plateformes en ligne, et ce pour une durée de 6 mois. Mais ça veut dire bannissement numérique, ils ne peuvent plus aller donc sur Internet?
Alors si, mais pas partout. Très concrètement, pendant l'exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d'utiliser les comptes d'accès au service de la plateforme en ligne ayant fait l'objet de la suspension, ainsi que de créer de nouveaux comptes d'accès à ces mêmes services. Donc, ce qui veut dire, en gros, en l'espèce, OK pour la recherche Google ou l'achat sur un site X ou Y, mais interdiction pour les condamnés de se rendre sur Twitch ou sur Kik. Une peine d'une durée maximale de 6 mois qui peut aller jusqu'à 1 an en cas de récidive. Il s'expose aussi, en cas de non-respect, à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Et alors, les plateformes en ligne concernées, Twitch, Kik, mais ça peut être YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, ont aussi la responsabilité de veiller à ce que les condamnés ne reviennent pas sous peine d'une amende de 75 000 €. Et est-ce que ça peut être efficace pour justement que ce type de dérive se reproduise ? Difficile à dire. En tout cas, la sanction prive provisoirement les condamnés de leur gagne-pain. Ces vidéos leur rapportaient beaucoup, jusqu'à 6 000 € par mois. C'est la première fois que cette peine est prononcée, créée par une loi de 2024 qui vise à encadrer, à sécuriser et réguler l'espace numérique. L'enjeu, c'est pour le législateur et la justice de réussir à poser des limites claires sur Internet face à tous les excès et quêtes de buzz à tout prix des streamers, influenceurs et j'en passe. Et sur ce chemin, ce jugement rendu constitue, quoi qu'on en pense, une nouvelle étape. Merci beaucoup Théophile, merci mes amis. Demain, ce sera l'heure du club avec Benjamin Sportouche, Club 28 minutes. Et je vous souhaite une très belle soirée. Tchuss.